Depuis l'affaire Borrell, juge français assassiné en 1995, Djibouti est très critiqué sur le plan des droits de l'homme. À la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Mohamed Abdou, depuis 2008, tente de redorer le blason de ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Bonjour. Bonjour. 6 ans après votre prise de fonction, quelle action faut-il mettre à l'actif de la CNDH? Oui, à l'actif de la CNDH, on pourrait mettre la formation d'un citoyen soucié de ses droits, garant de l'intérêt général et conscient des droits des autres. Donc nous essayons de faire des droits de l'homme le pivot, l'un des piliers même du développement économique de Djibouti. Donc notre action se base sur la formation, la sensibilisation et également la promotion des droits de l'homme à Djibouti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez les Djiboutiens plus sensibles à ces questions? Tout à fait. Je crois que les droits de l'homme étaient perçus autrement. Aujourd'hui, tout un chacun sait d'abord quels sont ses droits et comment il peut rester en justice ou réclamer ses droits à Djibouti. Les droits de l'homme ne sont plus un sujet tabou. Tout un chacun parle, les gens viennent nous voir, ils portent plainte, nous essayons de les accompagner dans leur démarche et également la population nous donne prête oreille à ce que nous leur disons et également nous font part de leurs doléances, de leurs attentes et de leurs espoirs. Mais est-ce que la population est satisfaite aujourd'hui de la manière dont ce domaine est conduit? Vous savez, on n'est jamais très satisfait des actions qu'on entreprend. Il y a toujours une quête d'avoir plus encore de liberté, d'avoir plus de droits et également d'être entendu quand c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours facile, mais nous essayons autant que faire se peut de procéder dans cette démarche et je crois, ma foi, nous en tirons un bilan globalement positif. Alors comment vous expliquez aujourd'hui les critiques de plus en plus acerbes de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme? Je pense notamment sur la reprise du dialogue politique. Tout à fait. Je crois que critiques, il y en a toujours, même dans le pays développé, même dans les pays industrialisés, il y a toujours des critiques. Mais n'empêche que la critique, c'est-à-dire nous ne mêlons pas la politique et les droits de l'homme. Quand la politique et les droits de l'homme s'entrechoquent, il y a toujours des dérives qui peuvent arriver. Nous n'en sommes pas là. Nous essayons de former un citoyen, c'est-à-dire qui croit aux valeurs et principes des droits de l'homme. Nous essayons autant que faire se peut d'accompagner les justiciables dans leur quête de liberté et de leurs droits. Et ma foi, les critiques existent, mais ça n'empêche pas d'avancer. Et je crois qu'aujourd'hui, les notions et les principes des droits de l'homme ont fait une avancée importante, à mon avis, sur le plan des droits de l'homme. Mais malgré tout, il faut reconnaître que le dialogue inclusif qui avait été annoncé par le président de la République se fait attendre. Je crois que ce dialogue dure depuis 1 an. Et c'est la 3e fois que ce dialogue avait repris. Ma foi, je crois que le dialogue ne s'est pas terminé et le dialogue bute un peu sur 2 points essentiels qui sont la Commission électorale nationale indépendante et le statut de l'opposition. Je crois que même sur ces points et sur d'autres points, un accord cadre de principe est intervenu entre l'opposition et le gouvernement. Simplement, sur les modalités d'application, il y a quelques divergences, notamment dans le fait que le gouvernement dit que ça doit être discuté, ces 2 points de divergence au Parlement par une commission paritaire composée de 4 membres de l'opposition et de 4 députés de la majorité. Et l'opposition dit non, il faut en discuter au préalable et c'est sur ce point-là que la négociation bute. Je crois que ces points devraient être solutionnés, je pense, et nous l'espérons, dans les jours ou les semaines qui viennent, parce que ce ne sont pas des points importants. Beaucoup de points importants, ils sont parvenus
un accord. Au consensus. Au consensus. Quand la Ligue djiboutienne des droits de l'homme dénonce l'arbitraire qui prévaut à Djibouti, est-ce que c'est justifié selon vous? Je crois que certaines choses peuvent être justifiées, mais pas beaucoup d'autres, parce que, je vous disais tout à l'heure, quand on mène la politique, parce que le président de cette association des Ligues des droits de l'homme est également membre de l'USN et député de l'USN. Et donc, quand la politique et les droits de l'homme ne font pas bon ménage, et je crois qu'il peut y avoir de temps à autre des dérives, mais je crois qu'il est un peu trop dur avec avec le pouvoir. Avec le pouvoir, mais n'empêche que parfois on l'accompagne, on est avec lui, et même au moment où il avait été arrêté pour d'autres sujets, nous étions avec lui pour le faire libérer. Et ma foi, je crois que les choses avancent, et je ne crois pas que ça soit aussi arbitraire comme il le prétend. Alors, près de 20 ans après la disparition du juge Borrell, est-ce qu'un jour on connaîtra la vérité sur cette affaire d'État? Cette affaire d'État existe depuis 1995. Moi-même, j'étais magistrat, j'ai été procureur général à Djibouti, et je connais bien cette affaire, les tenants et les la procédure. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à mettre un nom, c'est-à-dire c'est une procédure engagée contre X. Et on en est là encore. 20 ans, c'est long quand même. C'est long, et c'est à la justice française qui a pris en main les choses, d'élucider cela ou de classer sans suite. Je crois qu'ils ne sont pas parvenus depuis 1995. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui peut durer éternellement. Il appartient à la justice française de se prononcer sur le non-lieu ou sur l'inculpation des personnes soupçonnées, peut-être. Moi, ma conviction personnelle, je ne crois pas à la thèse de l'assassinat, parce que moi j'ai été... Pour vous, ce n'est pas une affaire d'État? Ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire qui n'a que trop duré et qui a fait l'objet de manipulations politiciennes et qui a conduit à cette impasse judiciaire qu'on voit aujourd'hui. Alors, dans la lutte contre le terrorisme, Djibouti abrite depuis 2002, si je ne m'abuse, un détachement militaire américain. L'accord avec le Pentagone a d'ailleurs été reconduit au mois de mai. Tout à fait. Alors, malgré les drones américains, les Chebabs sont toujours aussi actifs. Je ne crois pas qu'ils sont aussi actifs que ça. La MISOM, c'est-à-dire l'armée de l'Union africaine qui est présente là-bas et à laquelle participe Djibouti, a connu des avancées importantes, et ils ont gagné des victoires importantes sur les Chebabs qui ne sont cantonnés que maintenant qu'à des petits îlots de résistance. Et Djibouti a payé un prix fort d'ailleurs à cette participation à la paix. Le président Guelleh, avec le peuple djiboutien, ils y ont envoyé 1000 personnes, 1000 soldats djiboutiens sont là-bas et participent au développement de ce pays et en même temps à la pacification de ce pays. Je crois que les Chebabs sont un peu sur leur fin actuellement, et je ne pense pas qu'ils ont qu'ils auront autant de nuisances que par le passé. Et les frères musulmans, que faut-il en penser aujourd'hui de leur poids? Les frères musulmans en Somalie. Je crois que la Somalie est un pays musulman, mais il faut faire la part des choses, parce qu'être musulman et appartenir aux frères musulmans, c'est deux choses différentes. Je ne crois pas que nous avons une culture de radicalisme et d'intégrisme dans la corne de l'Afrique, et je crois que c'est quelque chose de passager qui devrait être atténué à l'avenir par un plus en développement et également en faisant participer la population aux décisions du pays. Alors, depuis 1977, Djibouti abrite également une base militaire française. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la lutte contre la piraterie maritime? Je crois qu'on est assez avancé sur ce point-là. On n'en entend plus parler de la piraterie aérienne, de la piraterie maritime. Et Djibouti abrite cet organisme qui a, ma foi, gagné des victoires sur les pirates. Et actuellement, je crois qu'on avance dans ces domaines de façon positive. Et
ma foi, je ne crois pas qu'on puisse parler d'une reprise de la piraterie maritime. Et je crois que Djibouti a donné du sien. Et en même temps, avec la communauté internationale, je crois que nous parvenons à des résultats qui sont sensibles. Et encourageants. Alors, au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh a annoncé que dans 2 ans, il quittait le pouvoir. Djibouti sera-t-elle l'exception qui confirme la règle dans les présidents qui renoncent à s'accrocher au pouvoir? Je crois qu'il faut se tenir à sa parole. Le président a annoncé qu'il ne va pas se représenter dans une interview à Jeune Afrique et rien ne laisse présager actuellement qu'il puisse continuer à briguer un nouveau mandat. Attendons de voir et nous verrons au moment opportun ce qu'il en est. Et à quand la paix des braves entre Djibouti et l'Érythrée? Je crois que nous avons démontré, la République de Djibouti a démontré toute sa capacité à vouloir le dialogue, à vouloir récupérer son territoire qui a été indûment annexé par l'Érythrée. Actuellement, le Qatar a ses forces d'interposition entre l'Érythrée et Djibouti. Nous avons libéré tous les prisonniers érythréens qui se trouvaient à Djibouti et nous les avons mis entre les mains du HCR. Par contre, la réciproque n'est pas vraie et Djibouti n'a même pas de nouvelles de ses propres prisonniers qui sont détenus en Érythrée et malgré la Croix-Rouge internationale n'arrive pas à donner aux familles des nouvelles de leurs prisonniers. Mais toujours est-il que nous sommes résolus à toutes les résolutions des Nations Unies qui condamnent l'Érythrée et ma foi, je crois que Djibouti est prêt à transiger avec nos frères érythréens. Ce n'est pas le régime érythréen, mais c'est nos frères érythréens. Nous avons des choses en commun, nous avons des langues en commun. Donc je crois que la paix des braves ne saurait tarder si l'Érythrée y met du sien. Ali Mohamed Abdou, merci. Je vous en prie.